Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tête à Tête. Nous sommes au mois de mars, mois des femmes. Mon invitée d'aujourd'hui, c'est une femme engagée, une femme aux multiples casquettes qui sait allier à la fois la vie privée, la vie professionnelle et la vie associative. Madame Fall Amindaw, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Penda, c'est moi qui te remercie pour cette invitation. Partagez avec nous un petit peu votre parcours. C'est toujours difficile de parler de soi. Je vais parler de mon parcours sur deux aspects en réalité. Parce que pour moi, il y a le parcours scolaire, mais il y a un autre parcours que j'appelle le parcours éducatif qui est aussi fondamental et qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Alors en parcours scolaire, j'ai eu la chance d'avoir fait mes études sur l'île de Gorée. C'est un énorme privilège. Dans la maison d'éducation Mariam Abba. De mon temps, c'était la maison de l'Ordre national du Lion, qui est une copie de la Légion d'honneur, avec un objectif très clair en ces moments, c'était de former des femmes leaders, les futurs leaders de ce pays, et des femmes avec une éducation complète, pas seulement scolaire, mais tout ce qui s'y est pour être une femme accomplie. Et donc, je trouve que j'ai eu vraiment une énorme chance d'avoir fait mes études dans cette école et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses en termes de compétences parce que c'était une école d'excellence et on nous poussait à faire de très bonnes études et d'être excellente dans tout ce que nous faisions et à vivre notre féminité, à apprendre à tenir une maison, à faire la cuisine. On faisait de la puériculture, on faisait de la musique. On faisait vraiment des activités qui aujourd'hui de plus en plus disparaissent et qui pour moi sont fondamentales pour une éducation complète. Donc j'ai fait tout mon collège, tout le parcours dans cet établissement. Quand j'ai eu mon bac, j'avais la possibilité d'aller en France, j'avais une inscription, mais j'avais choisi de rester à la dernière minute. En réalité, pas vraiment pour moi. J'avais choisi de faire médecine parce que j'avais été orientée à la faculté de médecine. Et comme mon père rêvait d'avoir un médecin dans la famille, pour lui, c'était deux études, soit les études médicales, soit administrateur civil, parce que c'est ce qu'il a fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, Et j'avais quand même des prédispositions, j'aimais beaucoup m'occuper des gens. J'ai dit, je vais le faire d'abord pour faire plaisir à mon père. Et en réalité, c'est en faisant mes études que moi aussi, j'ai commencé à me faire plaisir et j'ai appris à connaître la médecine, à apprécier la médecine et je n'ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours dans le domaine de la santé. Et donc, j'ai fait mes études à l'université de Dakar où j'ai obtenu mon doctorat d'État en médecine. Vous êtes directrice réglementaire et médicale chez Sanofi. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre projet dont vous êtes leader? Le projet, je rappelle, le Gender Balance sur la région Afrique-Ouest. Alors, je vais juste résumer mon parcours à Sanofi parce qu'en réalité, je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique par accident. J'étais clinicienne et j'adorais m'occuper des malades en réalité. Mais j'ai été confrontée à une réalité que je n'avais pas intégrée et ça a complètement chamboulé tout mon projet. Quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de freins devant moi, des patients qui étaient démunis, qui n'avaient pas les moyens de se soigner, et un système de santé très faible qui n'offrait pas tout aux patients. Donc, je me suis retrouvée avec mes connaissances qui ne suffisaient pas pour prendre en charge les malades. Donc, ça m'a poussée à réfléchir et je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique par accident parce qu'on est venu me chercher en réalité. Et j'ai hésité. En ces temps, j'étais aux maladies infectieuses à l'hôpital Fann. Et c'est le professeur Eva Maricol qui était mon chef de service et qui était en même temps ma directrice de thèse, qui m'orientait, qui est mon mentor aussi, qui m'a en réalité poussée vers l'industrie pharmaceutique. Quand je suis allée la voir pour lui demander ce qu'elle en pensait, elle m'a dit, je te connais, tu es très sensible, tu es très engagée, tu risques de laisser des aides dans le système. Il y a des choses que tu ne peux pas changer et je pense que ce ne serait pas mal. Je te connais et j'étais allée. J'ai beaucoup d'amis qui sont aujourd'hui dans les postes de responsabilité dans l'industrie pharmaceutique et qui ont commencé comme délégué médical parce qu'on me proposait ce poste qui ne me disait rien du tout. Elle m'a dit, vas-y. Et si dans 2 ans, maximum 3 ans, tu n'évolues pas, tu reviens au service. On va voir. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Et donc, ça s'est passé très vite. J'ai su mettre du contenu
parce que c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de médecins dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai pu apporter un plus à cela et changer complètement la facette de la visite médicale en introduisant ma casquette de médecin et pouvant faire des choses à la hauteur des médecins avec qui j'avais affaire. Donc, j'ai su mettre du contenu et j'ai vraiment gravi les échelons. J'ai occupé plusieurs postes dans plusieurs départements en restant toujours dans mon domaine médical, mais je suis à un moment donné complètement sortie, allée dans le business. J'ai été directrice médicale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, directrice du business développement, puis directrice médicale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, je suis complètement sortie du business pour m'occuper d'une autre partie dans notre département de Sanofi, qui est le département Global Health, qui en réalité, on peut appeler ça de la RSE, c'est notre business social. C'est l'engagement de Sanofi à améliorer, à participer à l'amélioration de la santé des populations démunies dans les pays en voie de développement. Donc, nous travaillons dans les maladies infectieuses qui sont encore un énorme challenge dans ces pays, mais nous travaillons aussi dans les maladies non transmissibles, donc tout ce qui est palu, tuberculose, maladies tropicales négligées, mais aussi diabète, hypertension, qui est un énorme challenge parce que les projections montrent que la progression sera beaucoup plus importante en Afrique que dans les autres pays. Et dans la santé mentale, qui est un peu le parent pauvre de la médecine, où nous faisons énormément de programmes et de projets pour accompagner les ministères de la Santé et autres. Et donc, ce qui est pour moi intéressant. Au début, certaines personnes se disaient pourquoi elles laissent la médecine pour aller. En réalité, je me suis régalée parce que je me suis retrouvée dans une position de décideur en réalité. Je pouvais impulser, je pouvais changer les choses et je me mettais dans une posture qui me permettait d'implémenter des choses, des programmes de disease management et même de bousculer des gouvernements parfois sur certaines pathologies, sur certaines choses que nous faisons au niveau des entreprises. Il faut savoir que parfois les entreprises ont de gros moyens et une énorme force parfois qui dépasse même les budgets des États. Donc, j'ai pu apporter à mon entreprise l'input africain, la réalité africaine pour que nos stratégies soient adaptées à nos besoins. Et j'ai pu en même temps apporter le savoir-faire et tout le plus que Sanofi offre en tant que partenaire de santé à l'Afrique aussi. Donc pour moi, c'est un autre challenge que vous avez pu relever. Et cerise sur le gâteau, mon engagement pour le leadership féminin et tout ce qui est développement des femmes et gender balance, genre, au sein de Sanofi, mon entreprise s'est engagée à vraiment faire de sorte que on arrive à une parité homme-femme. Mais c'est un énorme projet, vraiment porté au plus haut niveau. Et j'ai eu la chance d'être cooptée. On a d'abord lancé un award que j'ai gagné. Et après, on m'a mis dans ce boat. Et aujourd'hui, j'ai des leads sur l'Afrique. Donc, on doit implémenter un programme. C'est tout un projet bien pensé, accompagné. Et notre objectif, parce qu'il y a des constats qui ont été faits. Ça ne concerne pas seulement Sanofi, mais toutes les entreprises en réalité. Et je pourrais même dire toutes les institutions. On s'est rendu compte que les femmes, en réalité, aujourd'hui, si on se met au niveau, à la base, on a presque atteint la parité. Parce que les femmes font des études, les femmes sont dans les entreprises. Là, c'est une vraie parité 50-50. Voilà, plus ou moins. On est à 40%, 47%, versus 50%. C'est énorme. C'est presque la parité. Mais en réalité, plus on monte vers les échelons, plus on monte vers le haut, moins il y a de femmes. Pourquoi ? Voilà la question. Pourquoi ? Et c'est ça qui pousse les entreprises aujourd'hui à mettre des programmes. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de freins. Il y a le plafond de verre dont on parle en réalité, qui font qu'il y a des disparités, une injustice au niveau des entreprises où les hommes sont quand même favorisés. Il y a des gens qui n'ont pas cette culture genre et qui ne vont pas mettre l'environnement qui s'y est, qui permettent aux femmes de développer leur leadership. Et il y a aussi le fait que les femmes elles-mêmes se freinent dans leur façon de voir, dû à énormément de choses, à des peurs, à des attentes sociales, à tous les préjugés qui tournent autour. En Afrique, souvent les femmes pensent que si elles ont des postes de responsabilité, elles ne vont pas réussir leur mariage, par exemple. Elles ne vont pas réussir leur vie familiale. Parce que tout simplement, il y a un côté social qui est très lourd. Chez nous, la femme doit être à la maison. La femme doit s'occuper des enfants. La femme doit arriver avant son époux à la maison. Donc, et pourtant, il y a des femmes qui arrivent à le faire.
Comme vous, par exemple, vous arrivez à allier... En réalité, ce n'est pas facile. Hein. Clairement, personne ne peut dire que c'est facile parce que les femmes sont sur tous les fronts. Et pour moi, il est fondamental de pouvoir trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Parce que toutes les deux sont importantes. Je dis toujours, il ne faut pas sacrifier sa carrière, sa vie professionnelle au détriment de sa famille, et le contraire non plus, il ne faut pas le faire. Après, on a des frustrations. Si on ne s'accomplit pas par rapport à ce qu'on a envie de faire, parce que je pense que toute personne, tout citoyen a la responsabilité de participer au développement de son pays. On est redevable, on fait partie. Et donc, quel que soit le niveau où on intervient, ce n'est pas seulement dans l'entreprise, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, on pousse beaucoup à l'entrepreneuriat, mais quelle que soit la voie qu'on aura choisie, ça veut dire qu'il faut sortir des maisons, aller avoir une activité économique qui nous permet d'avoir une indépendance financière, mais qui participe aussi au développement de l'économie de son pays, Donc, me concernant, moi j'ai une philosophie très claire qui me dit qu'il faut que chaque partie, que je donne à chaque partie ce dont elle a besoin en réalité. Mon boulot ne va pas prendre le dessus sur ma vie familiale et ma vie familiale ne va pas m'empêcher non plus d'aller travailler, faire mon travail. Il faut essayer de trouver cet équilibre-là et faire son travail comme il se doit, mais aussi s'occuper de sa famille. C'est l'exercice que j'essaie de faire et que je pousse toutes les femmes à faire, mais ça demande énormément d'autres choses en fait. Il faut qu'on apprenne à se développer, il faut que les femmes soient prêtes à aider les autres femmes, parce que certaines sont à un certain niveau, qui ont une certaine compétence qu'il faut utiliser pour tirer les autres femmes vers le haut. Pour moi, c'est fondamental. Bien sûr. En plus de votre vie professionnelle, vous avez une vie associative. Vous êtes membre de beaucoup d'associations. Je peux citer CSV, SWAA, Association des femmes médecins. Comment aussi se passe cette vie associative? Quel combat, quel objectif? Encore une fois, j'ai eu énormément de chance parce qu'il y a des choses qui t'arrivent dans la vie que tu n'as pas été chercher. C'est des opportunités. Et je dis toujours, il faut savoir saisir des opportunités et les exploiter. Et j'ai eu la chance, tout à l'heure, d'ailleurs je complète parce que je parlais d'une vie scolaire, d'un parcours scolaire. Maintenant, l'autre parcours, je disais le parcours éducatif. Il y a quelque chose qui a joué fondamentalement dans ma vie et qui m'a aidé dans mon éducation. C'est une association dans laquelle j'ai milité étant jeune. C'est CISV, Children International Summer Villages. En fait, c'est une association internationale qui a été créée en 1950 par une dame, Doris Allen, une américaine, qui a voulu, c'est une psychologue, qui a voulu démontrer qu'il est possible de cultiver la paix, d'installer la paix dans le monde, avoir un monde plus juste et plus pacifique si on développe des relations fraternelles, d'amitié et de respect mutuel et qu'on commence par les enfants. Il faut prendre les enfants, les formater, leur donner la culture de la paix. D'ailleurs, le président Houphouët-Boigny disait que la paix est un comportement. Il a raison. La paix est un comportement. C'est quelque chose qu'on développe. Et donc, cette association avait pour objectif de démontrer que si nous mettons des gens qui ont des cultures différentes, qui ont des religions différentes, des langues différentes, et quand on les fait vivre dans un village, c'est pour ça qu'on parle de village, c'était la première activité mise en place, c'est un village des enfants de 11 ans. Pourquoi 11 ans? Parce que s'était rendu compte que c'était l'âge où l'enfant est assez mature pour pouvoir transmettre son message culturel. Il sait qui il est et d'où il vient. Et il est aussi assez jeune pour ne pas avoir de préjugés. Donc, lorsqu'on met ces enfants pendant 1 mois dans un camp, ils développent des relations extraordinaires. Ils n'ont aucun préjugé, ils se respectent et ils s'aiment. Parce que la base de tout cela, c'est développer la bienveillance, développer la gentillesse, faire une culture de l'amour et du bonheur. Et si on grandit dans cette ambiance-là, on est formé. Et on forme ces enfants-là, côté développement du leadership et tout cela. Et d'une manière très innovante, en jouant, en s'amusant.
Il y a des activités qu'on les fait faire, on les fait visiter, on a une journée où chaque pays montre sa culture et tout. Lorsqu'on grandit dans cette ambiance, en se disant que l'autre est différent, mais cette différence est une richesse, et je dois le respecter dans sa différence, et qu'on peut s'entendre, on grandit dans ça. Si tous les enfants sont éduqués dans ce sens et grandissent comme ça, ils auront la culture de la diversité et de l'inclusion qui va permettre que les gens vont se respecter et ne pas pointer de doigt quelqu'un parce qu'il est différent de moi, parce qu'il n'a pas la même religion ou parce qu'il n'a pas la même culture, parce qu'il ne parle pas la même langue que moi. Et donc moi, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et il y a plusieurs activités, plusieurs programmes. J'ai commencé en tant que delegate, j'ai participé à un camp. Après, j'ai participé à l'association, j'ai été présidente du Junior Branch, pendant qu'on avait 16, 17, 18 ans jusqu'à 20 ans. Je suis passée adulte, donc dans le bureau des adultes. J'ai même été présidente de la branche sénégalaise de cette association. Et donc, j'ai été en contact très jeune avec le milieu associatif et avec des relations extraordinaires. Mes meilleurs amis, on se voit toujours. On a notre réseau, on se rencontre, même au niveau international, on a gardé ces relations-là. Et ça m'a poussée à aller faire une formation. Donc, j'ai fait les collectivités éducatives. J'avais mon diplôme d'encadrement qui m'a aidé. J'ai fait beaucoup de colonies de vacances. Donc, tout ça, c'est la partie éducation des jeunes. Et je n'ai jamais lâché. J'ai continué dans ce sens-là parce qu'en réalité, l'éducation est la base. L'éducation est fondamentale. Si un pays veut se développer, il faut absolument qu'on passe par l'éducation. D'ailleurs, il y a un économiste, il y a quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas dans ce monde une population éduquée qui soit pauvre. Et il n'y a pas non plus une population analphabète, non éduquée, qui ne soit pas pauvre. Et c'est la réalité. Si tu regardes un petit peu, c'est ça la vérité. Nelson Mandela le disait aussi dans sa fameuse citation. Exactement. L'arme la plus puissante, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Mandela le disait. Et ça, c'est fondamental. Donc, moi, j'y crois et je suis investie dans ça et je continue à le faire. Et ces associations, elles existent toujours? On les Tout à fait. CISV, si vous allez sur Internet et que vous tapez CISV, vous allez être émerveillé. Et l'implication est aussi forte que de... Aujourd'hui, il y a 70 pays qui ont un bureau de CISV. Et il y a plus de 200 villes. Et il y a des activités à tous les âges. Il y a 7 programmes en dehors du village qui permettent de garder l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Et il maintient son CISV spirit, on a l'habitude de dire. Et bon, au Sénégal, on est un peu en perte de vitesse sur le bureau. On est toujours là, mais ce n'est pas aussi actif que nous quand on y était. C'est très difficile. Quels sont les freins aujourd'hui? Parce que c'est du bénévolat. Et vous savez que de plus en plus, les jeunes ne croient plus au bénévolat. Et ça pose des problèmes pour la relève. Mais anyway, l'association existe au niveau mondial. L'esprit est toujours là. Les activités sont là. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué. Donc, tout le long de mon parcours, quand on est sorti de l'école Mariama Bagoré, je fais partie des membres fondateurs de l'amicale des anciennes de Mariama Bagoré. Parce qu'entre-temps, les statuts ont changé. De la maison d'éducation de l'Ordre national du Lion, on est passé à Mariamaba. On y était et on a vu venir des difficultés. Et dès qu'on est sorti, on a mis en place l'association pour encadrer, accompagner les jeunes et défendre l'école en réalité. Et donc, j'ai été présidente de cette association pendant plus de 10 ans. Et quand il y a des activités, j'y vais toujours. Je ne suis plus aussi active. Au fil des années comme ça, j'ai été membre de la SWA, Society for Women Against AIDS, pour le sida, au moment où il y avait un fléau et j'étais aux maladies infectieuses. Donc j'avais milité en ces temps-là. Je suis membre de l'association des femmes médecins depuis des années et j'ai été aussi présidente. J'ai fait mes 2 mandats et j'ai passé la main. Et cette association est très très importante. Je disais aux femmes médecins que nous avons une force. Parce que pourquoi? Nous sommes des femmes, nous sommes des médecins, nous sommes des mamans, nous sommes des épouses. Qui mieux que nous pouvons être au centre et représenter les femmes qui n'ont pas la chance d'arriver à notre niveau et de pouvoir s'asseoir à des instances où on peut les protéger, on peut défendre leurs intérêts. Parlez-nous un peu de votre combat pour l'IVG. Je sais que vous aviez voulu... oui. Alors, en réalité, ça, on l'a mis dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord. Et l'association des femmes médecins n'est pas le seul acteur dans ce domaine. On s'est mis avec toutes les associations féminines, en fait, qui travaillent dans ce cadre.
Et par rapport aux violences faites aux femmes, il y a les viols qui posent d'énormes problèmes. Les viols, il y a l'inceste qui est là. Et donc nous, on a voulu lancer une alerte parce qu'en réalité, nous sommes les premières personnes à voir les réalités parce que c'est à l'hôpital qu'on voit les cas, des tentatives d'avortement, des situations catastrophiques. Et donc, c'était à nous d'alerter en disant il y a quelque chose qui se passe, il y a un fléau. Et si nous fermons les yeux et que les gens vont faire un avortement clandestin, il y a un risque énorme de mortalité, etc. Et donc, on s'est mis avec l'association des femmes juristes qui, elles, portent la loi, et qui, avec d'autres associations, pour attirer l'attention des autorités, mais aussi de l'opinion publique en disant il y a un problème, il faut qu'on en parle. On a proposé qu'on légalise l'avortement, parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, que l'avortement est interdit par la loi. C'est autorisé qu'en cas... C'est à cause des religieux? Alors, on peut le dire. On peut dire parce qu'il faut savoir qu'on dit que le Sénégal est un pays laïque. Mais la laïcité s'arrête au texte. Le Sénégalais, en tant qu'être humain, en fait, n'est pas laïque. Le Sénégalais est très pieux et la religion est au centre de notre vie. Que ce soit les musulmans comme les catholiques. Donc, on ne le vit pas, cette laïcité-là. Donc, du coup, les religieux s'invitent dans le débat. Et donc, nous, on a posé une problématique en disant, OK. Et d'ailleurs, nous, la position des femmes médecins en ces temps, c'était de dire, en tant que médecins, nous ne pouvons pas faire la promotion de la légalisation globale de l'IVG. Mais nous sommes sensibles au cas de viol. Parce qu'on considère qu'une femme qui a été violée et qui prend une grossesse après est une victime. Et une double victime parce qu'on lui impose de garder. Et on voit comment ça se passe. Parfois, c'est des petites filles de rien du tout. Il y a des morts, il y a des gens qui sont morts de ça parce qu'elles ne peuvent pas porter cette grossesse. Donc nous, on a posé ces débats sur le tapis en disant voilà, et on a sorti des arguments scientifiques, des cas pour montrer voici la réalité. Le débat est toujours en cours, c'est pas tranché parce que c'est très difficile. Tout ce qui touche à la sensibilité personnelle, on tombe dans l'émotionnel. Tout ce qui touche à la religion, c'est délicat. Mais je pense que la demande est légitime. On dit qu'en cas d'inceste, de viol, ou quand la vie de la mère est en jeu, qu'on puisse autoriser la légalisation de cet avortement-là. Donc, c'est en cours. Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. La discussion se poursuit, mais c'est quelque chose qui doit être sérieusement étudié parce que c'est une réalité dans nos pays. Justement, concernant ce thème cette année de l'ONU Femmes qui dit bâtir intelligemment, penser équitablement et innover pour le changement, une phrase sur ce thème? Oui, c'est pour moi, c'est un bon thème qui est d'actualité. Ça me fait parler de ce que vous avez à dire. Oui, pour moi, l'innovation, en fait, dès qu'on dit innovation, les gens on pense à la nouveauté. Parce que, bon, digital, c'est normal, parce qu'en fait, c'est ça, aujourd'hui, la nouveauté dans la vie, c'est ça qui nous donne des outils. Mais il faut savoir que le digital n'est qu'un outil, encore une fois. C'est un outil qui nous permet d'aller plus vite, c'est un outil qui nous permet de partager, c'est un outil qui nous permet de savoir ce qui se passe ailleurs et ne pas réinventer la roue. On va apprendre des autres. Quelqu'un qui copie quelque chose qui a marché a du mérite. C'est de l'innovation, ça aussi. Obligés. Exactement, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. L'innovation, c'est changer autrement, penser autrement. Parce qu'en réalité, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Si on ne change pas notre façon de faire, mais on pense qu'on va améliorer les choses. Non, il faut changer. On a toujours appliqué une stratégie, une méthode. On a toujours les mêmes résultats. Mais si on veut améliorer ces résultats, on est tenu d'innover, de faire autre chose. Donc pour moi, ce changement est fondamental. Je vais terminer en insistant quand même sur les associations. Aujourd'hui, je suis orientée dans des associations qui sont très importantes pour moi et c'est un appel aussi un peu pour les autres. Je suis membre du board of director de Sutura, une fondation, une association qui s'appelle Sutura. C'est vraiment l'entraide dans la discrétion. On s'est rendu compte qu'il y a énormément de malades, énormément de personnes en réalité démunies. Et devant la maladie, quand on est malade, on perd sa dignité en réalité, parce qu'on se sent diminué. Donc il y a des gens qui, à l'hôpital, qui sont hospitalisés et qui n'arrivent pas à payer leurs soins, qui doivent être opérés, qui n'ont pas les moyens de le faire, qui doivent... le cancer, il y en a énormément dans ce pays et ça appauvrit les gens.
Et ce qu'on fait, nous recrutons, ce sont les médecins au niveau des hôpitaux, etc., qui orientent les malades vers nous pour qu'on puisse les aider. Donc nous, ce qu'on fait, on fait du fundraising, on essaie de trouver des partenaires, on essaie de trouver des sponsors et aussi les cotisations des membres pour aider ces gens-là qu'on identifie et on les accompagne. Et on paye directement, enfin on ne donne pas de l'argent, on les aide dans leurs besoins, on a des équipes sur le terrain qui les accompagnent et tout. Et pour moi, c'est très important. Il faut que les gens prennent l'habitude de partager. Il y a des gens qui souffrent et qui ne peuvent pas toujours demander, en réalité. Il y a des gens qui ont un peu, mais ça ne leur suffit pas. Qui ont un salaire, mais ça ne leur suffit pas. Et cette tranche-là est souvent oubliée. Tout à fait. Ici, on ne voit que les gens qui mendient ou bien qui sont dans vraiment des zones très, très reculées, très, très pauvres. Mais la pauvreté est parmi nous. On a des voisins qui n'ont pas les moyens. C'est ça qu'il faut aider. Et l'autre problématique qui nous interpelle tous, c'est les enfants qui sont dans la rue. Oui, il y a deux associations ça fait polémique encore ces jours-ci. Je suis dans deux associations dans lesquelles on essaie de faire quelque chose. Parce que lorsqu'on se tait, lorsqu'on regarde sans rien faire, on est complice. Et on n'a pas le droit. L'une des associations s'appelle Élan du Cœur. C'est dans le Dara où je prends mes cours de religion, qui a pour objectif en réalité d'aider les familles démunies qui n'arrivent pas à scolariser les enfants. On trouve des parrains qui vont payer la scolarité de ces enfants-là. On les met dans les daras modernes qui font une instruction aussi scolaire et tout. Et on est en train aussi de construire un centre islamique qui permettra d'accueillir ces enfants-là. Et je suis dans une autre association qu'on vient de mettre en place qui s'appelle Love on Talibé, qui a pour objectif de sortir ces talibés de la rue aussi. Donc l'idée, c'est vraiment... on a un concept très innovant, essayer de moderniser un petit peu des daras, les accompagner pour que non seulement qu'ils aient l'instruction religieuse, mais qu'ils aient aussi le côté scolaire, mais qu'ils aient aussi... on essaie d'avoir un métier futur. Exactement. Il faut les former. On les forme pour un métier, l'agriculture, l'élevage, surtout pour les faire revenir à la terre aussi. Donc, tous ces projets-là, pour moi, participent à mon développement personnel parce que je rencontre des gens extraordinaires qui font beaucoup de choses et ça interpelle tout le monde. J'en parle ici, c'est des choses qu'on fait vraiment dans la discrétion, mais j'en parle pour que d'autres personnes qui ont envie d'aider et qui ont envie de supporter ces associations-là puissent les aider parce qu'elles font des choses extraordinaires et pour le bien-être des populations sénégalaises. Madame Fall, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours fabuleux, j'ai envie de dire, enrichissant. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain tête-à-tête.